Du cheval et du lion. Un vieux lion, ne pouvant plus chasser avec la même vitesse et le même succès, eut envie de manger un cheval qu'il trouva en son chemin. Il s'avisa de contrefaire le médecin et de lui demander des nouvelles de sa santé. Le cheval, qui comprit à peu près la mauvaise intention du lion, lui répondit qu'il ne se portait pas trop bien et que depuis peu il s'était mis une épine au pied dont il se sentait fort incommodé. Le lion s'offrit sur-le-champ à la lui tirer. Le cheval accepta l'offre et se mit en posture. Quand le lion se fut approché pour tirer l'épine, le cheval, allongeant le pied, frappa rudement le lion au milieu du front et se mit à fuir de toute sa force, laissant le lion dans un état pitoyable et désespéré d'avoir manqué son coup. Le combat des oiseaux et des animaux terrestres. Les oiseaux et les animaux terrestres se déclarent la guerre pour la prééminence et pour défendre l'honneur de leur espèce. Pour décider leur grande querelle, ils se donnèrent bataille. La victoire balança longtemps sans se déclarer et sans prendre parti. La chauve-souris, qui se persuada que les oiseaux allaient être vaincus, se rangea du côté des animaux terrestres. Sa prévoyance fut trompée. Les oiseaux remportèrent une victoire complète sur leurs ennemis, contre l'attente de la chauve-souris qui fut chassée de la compagnie des oiseaux. Elle eut tant de honte et de douleur de son infortune que depuis ce temps-là, elle n'ose plus voler en plein jour et ne se montre que la nuit. De l'épervier et de la colombe. L'épervier, en poursuivant une colombe, tomba imprudemment dans les filets qu'un paysan avait tendus. Se voyant pris de la sorte, il employa toute son éloquence pour persuader au paysan de lui rendre la liberté. Entre les raisons qu'il lui allégua pour le toucher, il lui dit qu'il ne lui avait jamais fait de tort. « Cela peut être, » lui répliqua le paysan, « mais la colombe que tu poursuivais maintenant avec tant d'ardeur, dans l'intention de la dévorer, ne t'avait aussi jamais offensé. » D'un loup et d'un renard. Le loup avait ramassé dans sa tanière de grandes provisions, pour y subsister assez longtemps sans être obligé d'en sortir. Le renard eut envie d'en avoir sa part. Il vint rendre visite au loup et lui demander des nouvelles de sa santé. Le loup, se défiant des finesses du renard, et craignant qu'il ne voulût lui jouer quelque mauvais tour, feignit de se trouver mal, disant que son indisposition ne lui permettait pas de sortir de sa tanière, et que c'était pour se remettre qu'il se tenait en repos. Il le pria d'aller demander au Dieu le retour de sa santé. Le renard, mal satisfait de cette réponse, et du procédé du lion qui rompait toutes ses mesures, alla trouver un berger, lui exposa l'état où le loup se trouvait, et lui conseilla de venir promptement en sa tanière, où il lui serait fort aisé de le tuer parce qu'il ne se tenait pas sur ses gardes. Le berger, persuadé par le conseil du renard, vint attaquer le loup et le tua sans une grande résistance. Cette mort mit le renard en possession de la tanière et de toutes les provisions du loup. Mais il n'en jouit pas longtemps. Le chien du berger survint, qui prit le renard et l'étrangla sur-le-champ. De l'âne et du cheval.
un cheval richement paré rencontra dans son chemin un pauvre âne qui gémissait sous le poids de sa charge. Le cheval, que son riche harnais rendait insolent, remplissait l'air de hennissements et criait à l'âne de se retirer et de lui faire place. L'âne, saisi de frayeur, se rangea promptement sans répliquer. Le cheval allait à la guerre. Il en revint si harassé et si usé que son maître, le voyant hors d'état de lui rendre aucun service, le vendit à un paysan qui le mit à un chariot pour porter du fumier. L'âne le rencontra au bout de quelque temps et lui demanda, tout étonné d'un changement si étrange, ce qu'il avait fait de son beau harnais, de sa riche housse, de son mors doré, qui le rendait si fier et si superbe, et qui lui inspirait tant de mépris pour ceux qui ne voudraient maintenant faire aucune comparaison avec lui. D'un cerf et d'un chasseur. Un cerf, se regardant dans une fontaine, fut charmé de la beauté de son bois. Mais ses jambes grêles et déliées ne lui plurent nullement. Pendant qu'il se contemplait et qu'il raisonnait en lui-même, un chasseur survint tout à coup, accompagné de chiens en sonnant du cor. Ce bruit obligea le cerf à prendre promptement la fuite. Il devança les chiens de bien loin en rase campagne, à la faveur de la légèreté de ses jambes. Mais le chasseur le poursuivant toujours, le cerf se cacha dans une forêt où ses cornes demeurèrent embarrassées aux branches des arbres. Alors il reconnut son erreur et il comprit combien ses jambes déliées et souples lui étaient utiles pour le délivrer de ceux qui le poursuivaient, et combien son bois, dont il avait tant admiré la beauté, lui était funeste, puisqu'il était la cause de sa mort. Du serpent et de la lime. Un serpent s'étant enfermé dans la forge d'un serrurier, voulut ronger tous ses outils. Il attaqua d'abord l'enclume, mais ne la pouvant entamer, il la quitta pour s'attaquer à la lime, croyant qu'il y trouverait mieux son compte et qu'il en viendrait plus aisément à bout. La lime lui dit en se moquant de ses vains efforts: « Sotte bête que tu es, quelle est ta folie? Comment pourrais-tu me ronger avec tes dents, moi qui ronge le fer et qui peux mettre en poudre l'enclume que tu n'as pu seulement entamer. » Des loups et des brebis. Les loups et les brebis, après une longue et sanglante guerre, firent une espèce de trêve, dans laquelle ils convinrent de se donner des otages de part et d'autre. Les brebis consentirent de livrer leurs chiens. Les loups donnèrent aux brebis leurs louveteaux qui, étant devenus plus grands, se jetèrent sur les brebis et les dévorèrent sans résistance, parce qu'elles n'avaient plus leurs chiens pour venir à leur secours. Les loups, de leur côté, dévorèrent les chiens qui ne se tenaient point sur leur garde, et qui vivaient en assurance sur la bonne foi du traité. D'un bûcheron et d'une forêt. Un bûcheron, entrant dans une forêt, lui demanda la permission de prendre du bois pour faire un manche à sa cognée. Elle y consentit, mais peu de temps après, elle se repentit de sa complaisance, car le bûcheron se servit de sa cognée pour couper de grandes branches d'arbres et pour dépouiller la forêt de ses principaux ornements, sans qu'elle pût s'en défendre, parce qu'elle avait fourni des armes au bûcheron contre elle-même. Du loup et du chien. Un loup rencontra par hasard un chien dans un bois, au commencement du jour.
Il se mit à le caresser et à lui demander de ses nouvelles. Il le questionna sur son embonpoint. Le chien lui répondit que les bontés de son maître et les soins qu'il prenait de lui l'avaient mis dans le bon état où il le voyait. « Car il me nourrit, ajouta-t-il, des mets de sa table et des viandes dont il mange lui-même. Outre cela, je dors dans un lieu couvert, et tous ceux de la maison me font tout le bien qu'ils peuvent. » Ce discours inspira envie au loup de s'attacher au maître du chien. « Que je serais heureux, lui dit-il, de servir un maître si commode. Si cela m'arrivait, je croirais que ma condition est préférable à celle de toutes les autres bêtes. » Le chien s'offrit de le conduire à son maître et de le solliciter en sa faveur, pourvu qu'il se relâchât un peu de sa cruauté naturelle. Le loup y consentit. Leur convention ainsi faite, ils se mirent en chemin. Le jour était déjà grand. Le loup, voyant que le col du chien était tout pelé, lui en demanda la cause. « Ce n'est rien, » répliqua le chien. « Pendant la nuit, j'ai la liberté tout entière, et l'on me lâche pour aboyer aux voleurs. Mais pendant le jour, on me tient à la tâche, de peur que je ne morde ceux qui entrent dans la maison de mon maître. » Ce discours ralentit l'ardeur du loup. Il ne témoigna plus le même empressement pour aller trouver le maître du chien. « Adieu, lui dit-il, je ne veux pas acheter à si haut prix l'amitié de ton maître. J'aime mieux jouir de ma liberté que de faire bonne chère dans l'esclavage. » Du ventre et des autres membres. La main et le pied voulurent autrefois faire un procès au ventre, en lui reprochant qu'il ne pouvait suffire à le nourrir, sans qu'il y contribuât de son côté. Ils voulaient l'obliger à travailler comme les autres membres, s'il voulait être nourri. Il leur représenta plusieurs fois le besoin qu'il avait d'aliments. La main le refusa, et ne voulut rien porter à la bouche pour le communiquer au ventre, qui tomba en peu de temps en défaillance par cette soustraction d'aliments. Tous les autres membres devinrent faibles et atténués par la disette où se trouva le ventre. La main reconnut alors son erreur et voulut contribuer à l'ordinaire à nourrir le ventre. Mais il n'était plus temps. Il était trop affaibli pour faire ses fonctions parce qu'il avait été trop longtemps vide. Il rejeta les viandes qu'on lui présenta. Ainsi, il périt. Mais toutes les parties du corps périrent avec le ventre et furent punies de leur révolte. D'un singe et d'un renard. Le singe voulut un jour persuader au renard de lui prêter une partie de sa queue pour couvrir son derrière. Il dit au renard que sa queue était trop longue et qu'elle l'incommodait en marchant, au lieu que le superflu ferait honneur au singe et lui serait d'un grand secours. Ces raisons ne persuadèrent point le renard. Il dit au singe que sa queue ne l'incommodait nullement et qu'il aimait mieux en balayer la terre que d'en couvrir les fesses d'un singe. Du renard et des raisins. Un renard, ayant aperçu au haut d'un arbre quelques grappes de raisins qui commençaient à mûrir, eut envie d'en manger, et fit tous ses efforts pour y atteindre. Mais voyant que sa peine était inutile, il dissimula son chagrin, et dit en se retirant qu'il ne voulait point manger de ces raisins, parce qu'ils étaient encore trop verts et trop aigres. De la belette et du renard. Un renard pressé de la faim entra un jour dans une grange par une ouverture fort étroite. Après avoir mangé tout son sou,
Il voulut sortir par la même ouverture. Mais tous ses efforts furent inutiles, parce que la grosseur de son ventre l'en empêchait. La belette, qui l'aperçut de loin et qui connut son embarras, accourut pour lui donner conseil et pour le secourir. Après avoir examiné l'état où il se trouvait, elle lui dit qu'il devait attendre, pour sortir de la grange, qu'il fût aussi décharné et aussi maigre qu'il était avant que d'y entrer. Du loup et des chasseurs. Un loup, vivement poursuivi par des chasseurs, désespérait de pouvoir se sauver, tant il était fatigué d'avoir couru. Il rencontra par hasard un bûcheron et le pria de bien vouloir lui donner un asile dans sa cabane. Le bûcheron y consentit et le cacha dans un coin. Peu de temps après, les chasseurs arrivèrent à la cabane et demandèrent au bûcheron s'il ne savait point où le loup s'était retiré. Il leur répondit que non, mais il leur fit signe du doigt et de l'œil pour leur montrer l'endroit où le loup était caché. Ils le cherchèrent sans pouvoir le trouver. Aussitôt qu'ils furent sortis de la cabane, le loup se retira sans rien dire au bûcheron, qui se plaignit de son incivilité, lui reprochant qu'il lui avait sauvé la vie, en lui donnant un asile dans sa cabane. « Il est vrai, repartit le loup, et je ne m'en serais pas allé sans vous remercier de votre courtoisie, si votre main, vos yeux, vos actions, vos mœurs eussent été conformes à votre vie. » Du paon et du rossignol. Le paon se plaignit un jour à Junon, sœur et femme du maître des dieux, qu'il se rendait ridicule auprès des autres oiseaux par la rudesse et le désagrément de sa voix. Au lieu que le rossignol les charmait tous par sa mélodie et par la douceur de son chant. « J'en conviens, lui répliqua Junon, mais les dieux l'ont ordonné de la sorte. Ils ont voulu que chaque animal eût un talent particulier. Si le rossignol vous surpasse par la douceur de sa voix, vous le surpassez par la beauté de votre plumage. La force est le partage de l'aigle. Le corbeau donne de bons augures. La corneille est faite pour annoncer les malheurs. Il faut que chacun se contente de sa condition et qu'il se soumette à la volonté des dieux. » De l'oiseleur et du merle. Un oiseleur tendait des raies pour y prendre des oiseaux. Le merle, qui l'aperçut de loin, lui demanda à quoi il s'occupait. « Je bâtis une ville, » lui répondit l'oiseleur. Après qu'il se fut retiré, le merle eut la courtoisie de venir voir cet ouvrage, se fiant à la parole et à la bonne foi de l'oiseleur. Mais s'étant trop approché du filet, il y demeura pris. « Je vous proteste, dit-il à l'oiseleur qui accourut promptement pour s'en saisir, que si vous bâtissez toujours de semblables villes, vous n'aurez guère d'habitants. » Du cerf et du cheval. Le cheval qui n'avait point encore été dompté par le mors ni par la bride, se plaignait un jour à un paysan d'un cerf qui venait manger l'herbe dans un pré où il paissait, et le pria de l'aider à en tirer vengeance. « Je le veux bien, » dit le paysan, « à condition que vous ferez tout ce que je vous dirai. » Le cheval y acquiesça. Alors, le paysan, profitant de l'occasion, lui mit sur le dos une selle et un mors à la bouche. Il monta dessus et poursuivit le cerf avec tant d'ardeur qu'il l'atteignit et le tua. Le cheval hennissait de joie, se voyant si bien vengé, et ne craignant plus les insultes du cerf. Mais le paysan, qui connut combien le cheval lui pouvait être utile dans la suite, au lieu de le mettre en liberté, le conduisit chez lui, l'attacha à une charrue et le fit servir à labourer la terre. De l'âne et du lion. L'âne paissait un jour dans la compagnie d'un coq. Un lion vint pour attaquer l'âne. Le coq chanta.
On dit que le lion a une horreur naturelle du chant de cet animal. Le lion se mit à fuir. L'âne, qui s'imagina follement que le lion le redoutait, le poursuivit à toute outrance. Mais quand le lion se vit assez éloigné pour ne plus craindre le chant du coq, et pour ne le plus entendre, il revint sur ses pas, se jeta sur l'âne et le dévora. « Malheureux que je suis !» s'écria-t-il, en se voyant aux derniers abois. « De quoi me suis-je avisé de vouloir faire le vaillant, et pourquoi ai-je voulu m'exposer au combat, puisque je ne suis point né de parents guerriers ?» D'un vautour et des autres oiseaux. Un vautour ayant manqué plusieurs oiseaux de son voisinage, feignit qu'il avait envie de les traiter et de leur donner un grand repas, en signe d'une parfaite réconciliation. Les oiseaux, trop faciles et trop crédules, trompés par ces belles apparences, ne manquèrent pas de se trouver en foule à la fête, se flattant d'être bien régalés, et que c'était une belle occasion de se réconcilier pour toujours avec un ennemi si dangereux, et qui leur faisait depuis longtemps une guerre si cruelle. Mais ils furent bien épouvantés quand ils virent qu'ils se jetaient sur eux, et qu'ils les égorgeaient impitoyablement les uns après les autres. Ils reconnurent à leurs dépens le peu de fond qu'il faut faire sur les belles paroles d'un ennemi. Du lion et du renard. Le lion, affaibli par la vieillesse, ne pouvait plus prendre les autres animaux à la course. Il résolut de se servir d'artifice pour les surprendre et pour en faire curer. Il se retira dans le fond de sa caverne pour mieux exécuter ce dessein, et fit savoir partout qu'il était malade. Les autres animaux accoururent pour le visiter, mais il les étranglait et les dévorait à mesure qu'ils entraient dans sa caverne. Le renard se douta de la ruse du lion et du mauvais tour qu'il avait joué à ceux qui étaient venus le visiter. Il se contenta donc de demander de loin au lion, et sans entrer dans sa caverne, comment il se portait. « Oh, je me porte fort mal, » répliqua le renard. « Pourquoi n'entrez-vous pas ?» ajouta-t-il. « C'est, » lui répliqua le renard, « que je vois fort bien les vestiges de ceux qui sont entrés dans cette caverne, mais je n'aperçois point les traces de ceux qui en sont sortis. » De l'âne malade et des loups. L'âne fut obligé de garder le lit pour quelque indisposition. Le bruit de sa maladie s'était répandu. Les loups et les chiens, croyant qu'il mourrait bientôt, accoururent pour le visiter. Ils aperçurent l'ânon au travers des fentes de la porte et lui demandèrent des nouvelles de la santé de son père. « Il se porte beaucoup mieux que vous ne voudriez, » leur répondit l'ânon. Du chevreau et du loup. Le chevreau, étant assis sur une fenêtre assez élevée, vit passer un loup, dont il se moqua longtemps, et l'accabla d'injures. Le loup, sans s'émouvoir des paroles offensantes de cet animal, « Mon ami, lui dit-il, ce n'est point toi qui m'injuries. Tu n'aurais garde de me parler de la sorte, si tu ne te prévalais de l'avantage du lieu où tu te crois en sûreté. » De l'homme et du lion. Un homme et un lion voyageaient ensemble, et disputaient, chemin faisant, sur les avantages de leur espèce. Au fort de la dispute, ils aperçurent un bas-relief qui représentait Hercule étouffant un lion. « Cette figure, dit l'homme, en se tournant vers le lion, peut apprendre que les hommes sont plus forts que les lions. »« Votre raisonnement porte à faux, » répliqua le lion, « car si nous avions parmi nous des lions sculpteurs, on verrait beaucoup plus d'hommes terrassés et étouffés par les lions que de lions par les hommes. »
Cette oraison ne convainquit point l'homme, qui s'opiniâtra toujours de plus en plus à défendre son opinion. Le lion, fatigué de cette dispute, se jeta sur l'homme et le mit en pièces. « Tu vois bien maintenant, lui dit-il, lequel est le plus fort de l'homme ou du lion ?» De la puce et de l'homme. Un homme, se sentant piqué par une puce, mit le doigt dessus et la prit. Elle lui dit pour s'excuser que c'était sa manière de vivre, et que la nature lui avait donné ce talent. Qu'au reste, elle ne faisait pas grand mal, et que ses morsures n'étaient nullement dangereuses. Elle pria l'homme, très instamment, de la mettre en liberté, et de la laisser vivre, puisqu'elle n'avait rien à appréhender d'elle. « Tu t'abuses !» lui répondit-il en souriant. « Tu fais tout le mal que tu peux. C'est pour cela qu'il faut que je te tue, car il ne faut jamais offenser personne, ni faire à qui que ce soit aucun outrage, ni léger, ni considérable. » De la fourmi et de la cigale. La fourmi faisait sécher son froment qui avait contracté quelque humidité pendant l'hiver. La cigale, mourant de faim, lui demanda quelques grains pour subvenir à sa nécessité dans la disette où elle se trouvait. La fourmi lui répondit durement qu'elle devait songer à amasser pendant l'été pour avoir de quoi vivre pendant l'hiver. « Je ne suis point oisive durant l'été, » répliqua la cigale. « Je passe tout ce temps-là à chanter. »« Oh bien, » repartit la fourmi, « puisque cela est ainsi, je vous conseille de danser maintenant. Vous méritez bien de mourir de faim. » De la brebis et de la corneille. La corneille, attachée sur le dos de la brebis, la becquetait sans qu'elle pût s'en défendre. Mais, se tournant vers son ennemi, « Si tu en faisais autant à quelque chien, lui dit-elle, tu ne le ferais pas impunément. »« Il est vrai, repartit la corneille, avec un air moqueur, mais je n'attaque pas plus fort que moi, et je sais bien de qui je me joue. » De l'arbre et du roseau. Un olivier et un roseau disputaient ensemble sur leur force et sur leur fermeté. L'olivier reprochait au roseau sa fragilité, qui l'obligeait de plier au moindre vent. Le roseau, ne trouvant point de bonne raison pour lui répliquer, garda le silence. Mais, ayant attendu quelque temps sans rien dire, un vent violent vint à souffler tout à coup. Le roseau, agité par le vent, plia et n'en fut point incommodé. Mais l'olivier, ayant voulu résister à l'orage, fut emporté et déraciné par la violence du tourbillon. Alors le roseau, prenant son temps pour parler, dit à l'olivier qui était par terre, « Tu vois bien qu'il est plus à propos de céder à un ennemi puissant que de lui résister avec une témérité qui a toujours de mauvaises suites. » Du mulet et du loup. Le mulet, voyant un loup venir à lui, et craignant d'être pris, feignit d'avoir une épine au pied et d'être fort tourmenté du mal que lui causait cette épine. « Hélas, mon ami, dit-il en s'adressant au loup, je ne puis résister à la violence de la douleur que je sens, mais puisque mon malheur veut que je sois bientôt dévoré par les oiseaux de proie, je te prie, avant que je meure, de m'arracher cette épine que j'ai au pied, afin que j'expire plus doucement. » Le loup consentit à lui rendre ce bon office et se mit en posture. Alors le mulet lui donna un si grand coup de pied qu'il lui enfonça le crâne, lui cassa les dents et se mit à fuir. Le loup, se voyant dans un état si pitoyable, ne s'en prenait qu'à lui-même. « Je le mérite bien, disait-il, car de quoi est-ce que je me mêle? Pourquoi ai-je voulu m'ingérer mal à propos de faire le chirurgien?
moi qui ne suis qu'un boucher. Le renard trahi par le coq. Un paysan, outré de dépit de voir ses poules égorgées par un renard, lui tendit des pièges et le prit. Le coq seul fut le témoin de sa disgrâce. Le renard le pria très instamment de lui apporter des ciseaux pour couper les filets, ou du moins de ne pas avertir son maître qu'il était pris, jusqu'à ce qu'il eût rongé les cordons avec ses dents. Le coq lui promit sur le champ de faire l'un et l'autre, quoiqu'il ne fût pas dans la résolution de lui tenir parole. En effet, il courut vers son maître et lui dit que le renard avait donné dans le piège. Le paysan prit une massue pour en assommer le renard qui, voyant venir de loin son ennemi, « Que je suis malheureux !» s'écria-t-il. « Ai-je dû me flatter que le coq me serait fidèle, après lui avoir égorgé tant de femmes ?» Du renard et du chat. Dans une dispute que le renard eut avec le chat, il se vantait d'être le plus rusé de tous les animaux et de mettre lui seul plus de finesse en pratique que tous les autres ensemble. Le chat lui répondit qu'il n'en savait pas tant, mais qu'il avait de bonnes griffes, que son agilité lui tenait lieu de finesse et le tirait de toutes sortes d'embarras. Lorsque le renard s'apprêtait à lui répliquer, on entendit tout à coup plusieurs chiens aboyer, et qui venaient fondre sur eux. Le chat, sans marchander davantage, grimpa promptement sur un arbre, où il demeura en sûreté. Mais le renard, qui ne put se sauver si vite, fut pris et dévoré par les chiens, malgré toutes ses finesses. Du renard et du loup. Un renard tombé par hasard dans un puits était sur le point de se noyer, lorsqu'il aperçut un loup sur le bord du puits. Il le pria très instamment de l'assister dans ce péril extrême et de lui jeter une corde pour le tirer de ce puits. Le loup, plaignant sa disgrâce, lui fit plusieurs questions pour savoir comment ce malheur lui était arrivé. « Ce n'est pas maintenant le temps de discourir, » répliqua le renard. « Quand tu m'auras tiré d'ici, je t'expliquerai à loisir toutes les circonstances de cette aventure. » Du chien envieux et du bœuf. Un chien, couché sur un monceau de foin, en défendait l'approche à un bœuf qui avait envie de manger. Le bœuf, voyant la mauvaise humeur du chien, lui dit tout en colère « Il faut que tu sois bien malheureux et bien envieux, puisque tu ne veux pas manger de ce foin, ni permettre aux autres d'en manger. » Du loup et des chiens. Un loup considérait avec plaisir du haut d'un rocher deux chiens qui se battaient, au lieu de veiller à la garde du troupeau qu'on leur avait confié. Ce combat fit espérer au loup qu'il pourrait attaquer le troupeau avec succès, tandis que les chiens de garde se déchiraient à belles dents. Il vint donc tout à coup fondre sur les brebis et en enleva une des plus grasses. Après ce coup, il se mit à fuir à toutes jambes. Les chiens, ayant pris garde à ce vol, suspendirent leur querelle particulière et coururent après le lion avec tant de légèreté qu'ils l'atteignirent enfin et lui donnèrent 1000 coups de dent pour l'obliger à lâcher prise. Le loup, en se retournant, rencontra l'un de ses compagnons, qui lui demanda comment il avait osé attaquer seul un si grand troupeau gardé de 2 bons chiens. « Je me suis flatté, » répondit le loup, « que le différend des chiens me donnait une belle occasion de me jeter sur le troupeau, mais je me suis mécompté. » De l'aigle et du corbeau. Un aigle venant à fondre du haut des airs sur un mouton l'enleva. Un corbeau qui le vit crut en pouvoir faire autant et, volant sur le dos d'un mouton, il fit tous ses efforts pour l'emporter, comme l'aigle avait fait. Mais ses efforts furent inutiles, et il s'embarrassa tellement les pieds dans la laine du mouton qu'il ne put jamais se dégager, de sorte que le berger survenant prit le corbeau et le donna à ses enfants pour les amuser et pour leur servir de jouet.
Du renard et du bouc. Le renard et le bouc, pressés de la soif, descendirent dans un puits. Après qu'ils se furent désaltérés, ils cherchèrent les moyens d'en sortir. Le renard, ayant rêvé quelque temps, dit au bouc qu'il avait trouvé un bon moyen pour se tirer d'embarras l'un et l'autre. Il faut te dresser sur les pieds de derrière et appuyer les deux cornes de devant contre le mur. Je grimperai aisément le long de ton dos et, quand je serai hors du puits, je te donnerai du secours pour en sortir après moi. Le bouc approuva la proposition du renard et se mit en posture pour lui faciliter la sortie. Mais quand le renard se vit en assurance, il se mit à sauter de tous côtés sans se soucier de l'embarras où était le bouc, qui lui reprochait son indifférence et sa mauvaise foi, puisqu'il n'accomplissait pas les conditions de leur traité. « Mon ami, lui dit le renard en l'insultant, si tu avais autant d'esprit et autant de bon sens que de barbe, tu ne serais pas descendu dans ce puits sans avoir auparavant songé au moyen d'en sortir. » Du chat et du coq. Un chat s'étant jeté sur un coq et voulant trouver des raisons apparentes pour le tuer avec quelque espèce de justice, lui reprocha qu'il était un importun et qu'il empêchait par son chant tous les voisins de dormir. « Ce que j'en fais, repartit le coq, n'est pas pour les incommoder, c'est pour leur utilité et pour les appeler au travail que je les réveille. »« Au moins, lui répliqua le chat, tu es un infâme, puisque tu n'épargnes ni ta mère, ni tes sœurs dans tes sales amours. »« Ce que j'en fais, dit encore le coq, c'est pour le profit de mon maître, et afin qu'il ait une plus grande quantité d'œufs. »« Voilà, répondit le chat, des raisons spécieuses. Mais je meurs de faim, il faut que je mange, et tu n'échapperas pas aujourd'hui. » Alors il se jeta sur le coq et l'étrangla. Du renard et du buisson. Un renard, pour éviter le péril dont il était menacé, se sauva dans une haie toute hérissée d'épines, qui lui percèrent les pieds de tous côtés. Ces blessures l'obligèrent à jeter de hauts cris et à se plaindre de la haie, en lui reprochant qu'il s'était réfugié vers elle pour y trouver un asile, et que cependant elle lui avait fait un traitement très cruel. « Mon ami, lui répondit le buisson, vous vous êtes trompé. Vous avez voulu me prendre, mais c'est moi qui ai accoutumé de prendre les autres. » De l'homme et d'une idole. Un paysan avait dans sa maison une idole, à qui il rendait chaque jour de grands honneurs, et lui adressait des prières très ferventes. Il faisait des vœux pour prier ce dieu domestique de lui donner des richesses, et toutes les commodités de la vie. Mais le dieu faisait la sourde oreille, et le paysan devenait plus pauvre tous les jours. Enfin, irrité contre cette idole, il la renversa, lui donna plusieurs coups et la mit en poudre. L'idole était creuse. Il en sortit une grande quantité de pièces d'or et d'argent. Alors, le paysan s'adressant à la statue. « En vérité, lui dit-il, tu es un dieu bien avare et bien malin. Tu n'as pas fait semblant de m'écouter, et tu ne m'as fait aucun bien, tandis que je t'ai rendu tous les honneurs dont j'ai pu m'aviser. Et tu m'en fais maintenant que je t'ai mis en pièces, mais c'est par force et malgré toi. »